Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est un coup dur pour la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. L'Union européenne a décidé de prolonger d'une année les sanctions contre une quinzaine de ses dignitaires, dont le candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. En Tunisie, le projet de loi de finances pour l'exercice 2019 a été adopté ce lundi par l'Assemblée des représentants du peuple avec 113 voix pour, 36 contre et 11 abstentions. Et puis l'Afrique du Sud adopte officiellement le salaire minimum. Il sera effectif dès janvier 2019 et profitera aux 47% de travailleurs vivant avec moins de 20 rands de l'heure. Mais tout d'abord et en bref, je n'ai pas été écoutée. Ce sont les mots de Sidya Touré qui a annoncé ce mardi sa démission du poste de haut représentant du chef de l'État en Guinée. Une démission communiquée sur son compte Twitter et qui intervient alors que le pays est en proie depuis plusieurs semaines à des tensions politiques et sociales. Les mises en garde des autorités de Kinshasa n'auront rien changé. L'Union européenne a décidé de prolonger d'une année les sanctions contre certains dignitaires du régime du président Joseph Kabila. Une quinzaine de personnalités sont concernées, dont Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la majorité présidentielle à l'élection du 23 décembre. Une majorité qui n'exclut pas de prendre des mesures de rétorsion. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Prolonger d'une année les sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités du régime du président Kabila alimentent les discussions en République démocratique du Congo. Parmi les personnalités ciblées, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo. Les autorités congolaises avaient déjà prévenu. La prolongation des sanctions sera suivie des mesures de rétorsion. Le gouvernement qui a annoncé les couleurs en disant que il avait des moyens de rétorsion, parmi lesquels il a déjà annoncé la non-accréditation des observateurs de l'Union africaine aux élections en République démocratique du Congo. Au sein de la classe politique congolaise, certains acteurs, notamment ceux de l'opposition, se félicitent de la reconduction des dites sanctions. Pour Marie-Josée Ifoku, candidate à l'élection du président de la République, le non-respect par la classe politique congolaise des textes et engagements justifie l'attitude adoptée par l'Union européenne. Nous avons une soi-disant démocratie. Nous avons des règles, nous avons des textes. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne respectons pas ces textes-là, mais ceux-là qui nous placent au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsqu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils avaient pris comme décision, ils reviennent encore pour pouvoir nous punir comme des petits-enfants. Soulignons que l'Union européenne avait pris ces mesures en 2016. Elle avait estimé que les personnes visées représentaient un obstacle au processus électoral en RDC. Les autorités congolaises stigmatisent par ailleurs ces mesures prises sans qu'aucune chance de défense ne soit accordée aux personnalités indexées. Et alors que la campagne présidentielle bat son plein, le cortège de Martin Fayulu, candidat de la coalition de l'opposition, a été bloqué par les forces de l'ordre à Lubumbashi, troisième ville du pays, où il devait tenir un meeting ce mardi. Khalifa Sall a bientôt fixé sur son sort. L'ancien maire de Dakar sera en effet jugé devant la Cour suprême le 20 décembre 2018. Révoqué de ses fonctions en août dernier, il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics. Sa défense dénonce un procès précipité ainsi que l'instrumentalisation de la justice pour le mettre hors jeu avant la présidentielle dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. Nous venons de voter la mise à mort des entreprises tunisiennes. Ce sont les mots d'un député membre de l'opposition en réaction à l'adoption de la loi de finances 2019. Alors que prévoit-elle concrètement pour susciter autant de remous? Élément de réponse avec Mickaël Dengoussoua.
L'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie a adopté ce dimanche 9 décembre l'ensemble des 76 articles du projet de loi des finances 2019. Un texte dont l'objectif principal est de réduire le déficit budgétaire, mais qui, pour certains, à l'instar de l'ancien ministre de l'économie Hakim Ben Hammouda, reste dans la continuité des précédentes lois des finances. En général, les périodes de crise sont des périodes d'imagination et de créativité. Or, notre politique financière est conservatrice. Bien que notre pays regorge de compétences, nous restons dans une politique et des visions classiques. Le comble pour un pays comme la Tunisie est d'avoir une croissance basée sur la croissance agricole. Hakim Ben Hammouda qui estime que la Tunisie traverse la crise la plus grave pour son économie. L'augmentation de la TVA et des impôts en 2018 ont ainsi impacté de nombreux secteurs d'activité. Des mesures impopulaires qui n'ont pas pour autant permis de renflouer les caisses de l'État. Tout l'argent qui arrive pour la Tunisie, ou en tout cas que la Tunisie réceptionne, est mobilisé pour payer les fonctionnaires et surtout pour voir aux dépenses de l'État. C'est ce qui est absolument intenable et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la dégradation des infrastructures parce que par manque de moyens. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 est fixé à 40,74 milliards de dinars tunisiens, soit une hausse de 8% par rapport à l'année 2018. Selon les prévisions, le déficit budgétaire devrait être contenu dans la limite de 3,9% du PIB. La mesure était annoncée, elle est désormais officielle. Les travailleurs sud-africains bénéficieront dès janvier 2019 d'un salaire minimum fixé à 3 500 rand par mois, soit 20 rand de l'heure. Les classes modestes sont ravies, l'opposition un peu moins. Explication avec Solène Duplessis. C'est désormais officiel, le salaire minimum entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019 en Afrique du Sud. Un salaire fixé à 3 500 rand par mois, soit 20 rand de l'heure, qui augmentera le revenu de près de 6 millions de travailleurs pauvres. La mesure vise à réduire les inégalités salariales dans le pays où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 620 rand par mois, l'équivalent d'environ 40 €. C'est un progrès historique pour les travailleurs d'Afrique du Sud qui ont été exploités pendant des générations. C'est aussi un grand progrès pour le mouvement syndical et pour tout le monde du travail, car il démontre l'engagement des employeurs pour des salaires plus justes et de meilleures conditions de travail. La mesure est toutefois critiquée par l'opposition et plusieurs syndicats. Le parti de gauche radicale de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, juge le montant insuffisant et met en garde contre d'importantes pertes d'emplois. Le montant est minime. Mais ça va poser problème au niveau des petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer quand même ces stricts minimums-là. Effectivement, ça pourrait contribuer à augmenter le chômage parce que beaucoup de petites et moyennes entreprises affirment qu'ils sont incapables de travailler avec cette contrainte, imposer un salaire minimum. Parce qu'avant, c'était hyper flottant, chacun payait selon ses moyens. Un salaire minimum jugé trop faible que le président justifie par l'économie en berne du pays. La relance économique reste en effet la priorité du président Cyril Ramaphosa, une économie qui a enregistré une croissance de 2,2% au troisième trimestre 2018, sortant ainsi officiellement le pays de la récession. Poignant, c'est ainsi qu'a été presque unanimement qualifié le discours du docteur Denis Mukwege lors de la remise du prix Nobel de la paix ce lundi. L'homme qui répare les femmes a dénoncé les violences et l'impunité qui perdurent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Corinne Kamdem. Prix Nobel de la paix 2018. Il combat les violences sexuelles faites aux femmes. Le gynécologue Denis Mukwege, 63 ans, raconte la réalité du viol utilisé comme arme de guerre dans son pays, la République démocratique du Congo. On le surnomme l'homme qui réparait les femmes. Depuis 1999, il a sauvé plus de 50 000 femmes mutilées et excisées dans son hôpital basé à Panzi, dans l'est du pays, une région déchirée par des conflits chroniques. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ce prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années,
ont soutenu notre combat. Ce prix Nobel obtenu par le gynécologue congolais a pour effet de braquer les projecteurs sur la République démocratique du Congo. Cette plateforme, Denis Mukwege souhaite s'en servir pour interpeller la communauté internationale et le gouvernement congolais pour réclamer la fin de l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre. Pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix aux côtés de l'Irakienne de 25 ans Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes devenue porte-parole de sa minorité. La présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, a salué deux des voix les plus puissantes au monde aujourd'hui contre l'oppression des femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.